Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Y'a que la politique qui compte. Merci pour votre fidélité. Vous avez été très nombreux à suivre notre dernière émission ainsi que nos formats courts sur les réseaux sociaux. Notre objectif reste inchangé. Un programme direct, accessible, qui parle de politique autrement. Sans plus attendre, place à l'actualité de la semaine. International. Inondation en Asie, un bilan dramatique à Sumatra. Le bilan des inondations et glissements de terrain qui ont frappé l'île indonésienne de Sumatra dépasse désormais le millier de morts. Et plusieurs millions de personnes ont été déplacées. Plus de 3,3 millions d'habitants ont été affectés, certains évacués vers des abris provisoires. Face au risque croissant de famine, les organisations humanitaires tentent d'acheminer l'aide dans les zones sinistrées. Pour contribuer aux opérations de secours, vous pouvez contacter le Secours populaire français. Politique. Égalité femmes-hommes. La France, deuxième en Europe. Un rapport publié mardi compare les inégalités de genre dans les 27 pays de l'Union européenne à travers 6 indicateurs: travail, argent, pouvoir, éducation, santé et violence. La France se classe deuxième, mais les experts rappellent que d'importants progrès restent à accomplir. Éducation, vers la fin du portable au lycée. Emmanuel Macron estime que l'interdiction du téléphone portable, déjà en vigueur au collège, sera sans doute étendue au lycée dès la prochaine rentrée. Sport natation, Christofini affole les chronos. Sauveur Christofini, jeune Marseillais de 16 ans, est la nouvelle sensation de la natation française. Il a récemment battu plusieurs records détenus par Léon Marchand et Yannick Agnel dans les catégories jeunes. Il vient d'obtenir sa première sélection en équipe de France A. Bravo. Place à la rubrique normal ou pas normal. Dans cette rubrique, nous accueillons Issa Bakayoko. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement pour ceux qui ne vous connaissent pas? Alors, je suis Issa Bagayoko, j'habite à Goussainville. Je me définis comme étant, dans un premier temps, un acteur de la vie associative et progressivement, j'ai évolué vers la vie politique. Et avec nous aujourd'hui, on a également Amadou Diao. C'est bien ça. Ça va? Très bien, et toi? Ça va, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Alors, moi, c'est Diao Amadou, Alberti Villarien, et membre du groupe Rassemblé Aubervilliers pour les élections municipales Une 2026. jeune formation, je crois, c'est ça? Jeune formation, exactement. Jeune et ambitieuse. C'est tout ce qu'on aime entendre. Cette rubrique consiste à répondre par normal ou pas normal à des faits qu'on évoque. Et il faudra étayer vos réponses. Euh, on vous laisse choisir qui commence. Et après, on lance la première question. Je t'en prie. Donc là, c'est une rubrique sport, Coupe de France. Ça concerne en particulier l'Olympique lyonnais et Saint-Cyr en R1. Et exempter les clubs de Ligue 1 des 32e de finale pour éviter les déséquilibres sportifs, pour vous, c'est normal ou pas normal? Voilà, il y a un peu des deux. Mais j'ai envie de dire pas normal. Pas normal parce que une compétition, elle se fait du début à la fin. Donc les petits clubs, eux, sont engagés déjà de longue date. Donc on parle des 32e là. Et voilà, donc non, pas normal. D'accord. Euh, pour vous, du coup? Du coup, pas normal. C'est vrai que le calendrier, il s'alourdit d'année en année pour les clubs, en tout cas les clubs de haut niveau. Mais je pense qu'il faut rester sur une forme un peu d'égalité, on va dire, entre les clubs, peu importe leur niveau. Et effectivement, parfois, en plus, on a certains exploits qui permettent aux équipes, aux petites équipes de battre les élites. Donc, je pense que vaut mieux rester sur l'aspect sportif, ne pas trop calculer ce genre de choses et du coup, pas normal. Même les grandes équipes devraient commencer dès les premières phases, en tout cas d'élimination. Puis ça permettrait aussi aux équipes moins bonnes de se confronter à des joueurs au niveau un peu plus élevé aussi. Donc, je pense que cette compétitivité-là, ça apporte quelque chose aussi. Exactement. D'accord. Bah, du coup, on va commencer par vous, Amadoun, cette Oui, fois-ci. Là, on est dans une rubrique éducation et ça d'accord. concerne le manque d'enseignants. En Seine-Saint-Denis, des dizaines d'heures de cours sont perdues chaque semaine, faute de professeurs. Normal ou pas normal? Absolument pas normal, car aujourd'hui, bah déjà, quand on regarde un peu le contexte du territoire, on sait que c'est des zones qui sont déjà un peu en difficulté. Donc ça va créer un retard là où elles sont déjà un peu à la traîne. Et je pense qu'aujourd'hui, aussi quand on voit les mesures qui sont prises à l'éducation, bah, ça aide pas. Absolument pas normal, car pour les étudiants, c'est des heures qui sont hyper importantes. Quand on connaît un peu le contexte de nos quartiers, de nos villes, notamment en Seine-Saint-Denis, on sait que c'est des heures
dont elles ont besoin, dont les élèves ont besoin pour pouvoir se développer correctement. Ça va creuser un fossé qui est déjà là. Donc ça va pas forcément aider sur le long terme. Et si on se met aussi à la place des enseignants, on se rend compte aussi que c'est aussi un problème qui date pas d'aujourd'hui. D'accord. Donc absolument pas normal. D'accord. Quant à vous? Bah, assez d'accord avec, mon interlocuteur, c'est absolument pas normal. Alors c'est vrai en Seine-Saint-Denis, mais c'est vrai aussi dans d'autres départements de France, hein. Heu, il y a quelque chose de fond là dans, cette crise de l'éducation, hein, parce que, moi je considère ça comme étant une crise, de l'éducation. Le manque d'enseignants, dans des territoires, tels que la Seine-Saint-Denis, mais aussi, des départements comme, le Val d'Oise, dont on sait qu'il y a déjà des difficultés, sociales, économiques et maintenant éducatives. Quand on sait, aussi que même quand ça fonctionne plutôt bien, les débouchés pour les jeunes de ces territoires-là sont déjà extrêmement compliqués, hein. J'en veux pour preuve, un dispositif, qui participe, un dispositif, institutionnel qui participe, à ce tri un peu, social, un Parcoursup. Hein, quand vous êtes issu, de, la Seine-Saint-Denis, du Val d'Oise, tant bien même vous avez de bons résultats, vous vous retrouvez confronté à Parcoursup qui, en réalité, vient un peu aiguiller votre orientation et vos choix de filière. Mmh. Donc, je dis doublement pas normal parce que, voilà, c'est toujours quelque part un peu les mêmes territoires qui pâtissent de ça. Totalement d'accord avec vous deux. Franchement, c'est totalement complet. La dernière question, elle est autour de ce qui s'est passé avec l'OGC Nice récemment. Donc, sport, agression de joueurs de l'OGC Nice. On a deux joueurs qui ont été agressés physiquement par un groupe de supporters radicaux après la défaite contre Lorient. La défaite de Nice, bien sûr, contre Lorient. Vous trouvez ça normal ou pas normal? Pas normal, bien évidemment, dès lors où, il y a des faits de violence, on peut que, s'indigner et ne pas trouver ça, normal. Mais, ça dit encore quelque chose de notre société. C'est que le football est devenu, une forme d'exutoire, populaire, dans plusieurs sens, hein. Ça veut dire que c'est le sport le plus suivi, le plus pratiqué, en France, hein, si je me trompe pas. Mais voilà, il rejaillit aussi dans le foot et notamment dans les tribunes une violence qui se trouve dans la société. On a vu, là on parle d'agression de joueurs, mais on a vu, dans d'autres cas, des discours, et des propos, à la fois homophobes, par moments, des propos, racistes. Et on voit que ça, c'est pas propre à la France, hein. On l'a vu dans le championnat italien Mmh. où, des joueurs, notamment, d'origine ou racisés, se faisaient jeter des bananes. Donc ça, c'est, voilà, c'est le sport tel qu'on n'aime pas le voir et en réalité, c'est, complètement à côté, quoi, des valeurs de ce que ce beau sport qu'est le football, véhicule. Totalement d'accord avec vous aussi, hein. Mmh. Amadoun? Alors moi, je suis entièrement d'accord avec Issa. Pour le coup, c'est absolument pas normal ce qui s'est passé. D'autant plus que effectivement, quand on sait à quel point le foot peut soulever les passions, on peut comprendre les supporters. Parfois, on voit des choses, hein. Ils sont fâchés, ils viennent au stade régulièrement, ils supportent dans le froid, dans la chaleur, ils changent de pays. Mais c'est pas normal d'en arriver là, d'avoir ce type de comportement. On a déjà vu, à l'époque, des footballeurs agresser, des supporters. Totalement. Là, c'est l'effet inverse. Maintenant, la seule chose aussi qu'il faut se dire, c'est vrai que quand on a, quand on a un stade qui est plein, ça serait de se dire aussi: «Est-ce que les moyens étaient à la hauteur?» Pour éviter qu'à cette heure-ci, quand on connaît un peu le contexte aussi de l'OGC Nice, hein, ils traversent pas leur meilleure saison. Est-ce que les moyens étaient suffisants aussi pour éviter, ne serait-ce que cette, rencontre entre les supporters et les joueurs du club? Donc voilà, on se pose pas mal de questions, donc c'est pas normal à plusieurs niveaux, et c'est vrai qu'on aimerait bien voir un autre visage ou en tout cas un plus beau visage, que de ce sport en tout cas. Surtout que c'est un sport qui rassemble énormément de personnes. Ce serait dommage de se diviser autour de causes qui rassemblent d'habitude. Ok, merci beaucoup.
Sans plus attendre, on passe à la deuxième rubrique. Les candidats face à la population. Donc, comme expliqué en off, dans cette rubrique, on va vous poser des questions que la population aimerait vous poser. Donc, c'est des questions réelles qui viennent de leur quotidien et de leurs. C'est une question réelle, en gros. Voilà. Là, je voulais choisir encore qui veut commencer. Tout à l'heure, c'était M. Diao qui avait commencé, Monsieur Bakayoko qui avait commencé. Ok, j'assume mes responsabilités. Comment motiver les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales? En tout cas, pour ceux qui s'inscrivent dans un projet politique, je pense qu'on a un enjeu qui est extrêmement important, c'est de jouer sur ces personnes qui estiment que leur voix ne sera jamais écoutée et qu'elle sert à rien. Donc je pense qu'il faut aller au contact, ne pas avoir peur de les écouter, de prendre le temps. Je pense qu'il faut aussi remettre peut-être au niveau de l'éducation de la sensibilisation par rapport à ça. Ne pas laisser les jeunes tout simplement sur des smartphones ou dans leur coin. Je pense qu'il y a un travail qu'il y a à faire qui est immense. Donc les axes, en tout cas, de travail sont nombreux. Donc moi, déjà, je partirais par déjà une seule initiative. Enfin, je partirais sur une seule initiative qui serait euh, déjà essayer de retourner au contact de cette population et de pouvoir les écouter. Car on veut qu'ils votent, mais est-ce qu'on a la volonté de prendre le temps de les écouter sur ce qu'ils ont à dire? Donc ça, encore une fois, je ne sais pas, mais ça se trouve que peut-être avec notre groupe à Aubervilliers, on arrivera à faire. Je pense qu'il faut enlever le peut-être, hein, il faut absolument le faire. Hein. Je pense que c'est la pierre angulaire de toute élection En tout cas, aujourd'hui. on en a l'ambition. Et c'est dommage, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, bah, c'est les adultes de demain. Donc, si eux ne se saisissent pas du sujet, j'ose même pas imaginer l'avenir dans les villes, hein. Compliqué, compliqué. Nickel. Monsieur Bakayoko. Moi, j'entends deux questions derrière la question qui est posée, euh, parce que c'est bien celle-ci, hein, c'est comment faire en sorte que les jeunes puissent s'inscrire sur les listes électorales. Une fois qu'on les a inscrits, il faut aussi à un moment qu'on se dise comment on fait pour que les jeunes aillent voter. Euh, pour moi, il y a quelque chose qui est même de l'ordre de mon parcours, ma trajectoire et les différentes organisations et collectifs que j'ai pu côtoyer. Il y a déjà une question de représentativité. La représentativité, c'est-à-dire quelle place est faite aux jeunes, notamment dans nos instances municipales. Ça, c'est pour moi déjà la première question. La première question, la première réponse, pardon. Après, on peut avoir différents outils, des outils de consultation, des outils participatifs. Quand j'entends des outils participatifs, on peut à un moment imaginer que la politique locale, elle soit à un moment aussi décidée par des conseillers de quartier, des conseils de jeunes. Il y a déjà de cela, il y a des choses comme celle-ci qui sont déjà mises en avant, mais voilà, par de la consultation citoyenne, ce genre de choses. Donc je pense qu'à un moment, quand on va rendre le process municipal et en tout cas les décisions qui impactent directement donc les populations et notamment les jeunes, quand on rendra ça complètement accessible et participatif, je pense que à un moment les jeunes ils comprendront que bah il y a aussi un outil là à se saisir et participeront, je pense, hein, d'autant plus à la vie locale et notamment à la vie locale politique. Ok, des réponses très détaillées. Bon, la jeunesse, vous n'avez pas d'excuses après ça. Hein. Alors, on passe à la deuxième question. Comment aider les jeunes à financer leurs projets? Comment les aider? Alors, je pense que faut déjà avant de parler de financement, je pense qu'il faut déjà aussi les aider à le structurer correctement, à le voir dans plusieurs temps. Car un projet, ça part pour certains, en tout cas, il y a des jeunes qui ont des projets extrêmement ambitieux, mais je pense qu'il faut les aider à structurer. Il faut leur donner le bagage nécessaire aussi pour comprendre les difficultés que vont amener certains projets. Et après, on passera justement à cette notion de financement. Bien sûr, après, on peut aussi effectivement bah, créer des structures,
tout simplement, qui accueille les jeunes, qui les aide à structurer leurs projets et qui les accompagne aussi dans le financement. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. À vous, Monsieur Bagayako. Alors, comment financer les projets des jeunes? Il y a déjà pas mal de dispositifs qui existent et qui financent des projets dits jeunes. Il est vrai que la quasi-totalité de ces dispositifs financent essentiellement soit de la formation professionnelle, soit des choses qui visent à l'insertion professionnelle. Alors que être jeune, c'est pas juste être formé, c'est pas juste. Donc voilà, un jeune, il a aussi certaines aspirations. Moi, sur mon territoire à Goussainville, parce que j'ai eu l'occasion d'être adjoint au maire, hein, en charge de la politique de la ville et de la culture, et puis j'avais un collègue du même groupe, donc Génération Engagée, qui lui s'occupait de la jeunesse. On s'est beaucoup posé cette question-là. C'est comment hein, on arrive à un moment à accompagner notre jeunesse à réaliser des projets. Et pour ça, effectivement, je rejoins en partie le collègue. On a créé une structure qui s'appelait le Pôle Ressources Jeunesse. C'était assez novateur, hein, ça n'existait pas sur notre territoire. Et la philosophie de cette structure, c'était de dire tu as entre 16 et 25 ans, tu passes la porte de cette structure, tu reçois soit une information, soit un accompagnement, soit une orientation. Donc, chaque jeune qui avait une aspiration, un projet, un souhait, rentrait dans cette structure et il était aiguillé. J'ai une dernière question dans cette rubrique. C'est la canne des quartiers est-elle un outil d'intégration? Ah, C'est à toi. c'est à Comme moi. tu veux, Je crois que c'est à toi. je peux y aller. Il n'y a pas de souci. Non, je dirais pas outil d'intégration. Je dirais pas outil d'intégration. On a vu, on le voit partout maintenant, notamment sur les réseaux sociaux, dans plusieurs villes de France. Moi, je dis, il y a peut-être une mise en avant finalement d'une double appartenance. Voilà. Je suis français, mais j'ai aussi voilà un pays d'origine. Je vois plus cela de cette manière-là que un outil d'intégration. Alors, pour le coup, peut-être pas d'intégration, mais en réalité de paix entre les peuples. Parce qu'il y a aussi cela dans l'esprit de la CAN. Hein. C'est vrai que au départ, c'était on reprenait l'acronyme là, CAN, donc c'était Coupe d'Afrique Coupe des Nations, ouais. d'Afrique des Nations, et ça a été transformé. Alors, en tout cas, moi, je l'ai vu sur mon territoire. Ils l'ont appelé Coupe amicale des nations. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la fraternité entre les peuples. Moi, je n'y vois pas en tout cas quelque chose de l'ordre de un outil de... Non, non, je vois plus un outil de cohésion en réalité, un tournoi de cohésion plutôt que d'intégration. Un outil de vivre ensemble, du coup. Ouais. Tout à fait, c'est bien dit aussi, c'est bien résumé comme ça. D'accord. Quant à vous, Amadou? Alors, c'est le mot que j'allais utiliser. Donc, effectivement, moi, je vois plus ça comme un outil de cohésion, car intégration, en fait, ça voudrait dire qu'initialement, ils ne sont pas forcément français, qu'on fait un tournoi pour les gens venus d'ailleurs, alors que non, on est la plupart des joueurs, enfin même j'ai envie de dire tous les joueurs sont français, sont albertivillariens, sont courneviens, enfin voilà, ça se fait dans tellement de villes, donc je dirais plutôt un outil de cohésion, car durant cette période-là, et on se rend compte que des liens sont tissés. Moi, par exemple, je prends l'exemple d'Aubervilliers que je connais pour la co-organisation de la Auburn Nations Cup. Chez nous, c'est la Auburn Nations Cup. Pourquoi la Auburn Nations Cup? Et puis pourquoi on n'est pas parti sur une CAN? Car les premières années, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres pays. On a pu faire venir la Chine, l'Inde, le Pakistan, etc. Et en fait, on ne voyait pas l'intérêt... il y avait même la France. En fait, il y avait les îles aussi. Il y avait même la France, il y avait les îles. Donc, il n'y avait pas l'intérêt d'appeler ça la CAN. Néanmoins, le concept avait vocation justement à créer une vraie cohésion, un vrai respect mutuel.
C'est-à-dire que parfois, on va voir des gens qui ne se connaissent pas jouer sur le même maillot, Oui, tisser des liens d'amitié, comme on peut voir des amis jouer l'un sous des contre maillots l'autre. totalement différents et se faire la guerre pendant quelques minutes. Et ensuite, on voit aussi de très beaux moments. Donc, c'est plutôt un outil de cohésion. Et chez nous aussi, c'est plutôt aussi un outil de décloisonnement. Car voilà, chacun est dans son quartier toute l'année. Le foot, ça rassemble, on le disait tout à l'heure. Et quand on met les conditions, on arrive à avoir de très belles choses. Donc, nous, chez nous, c'est un outil de décloisonnement. Donc, chaque personne, enfin, chaque équipe, chaque nation, si je puis dire, bah, a pour obligation de prendre dans chaque quartier d'Aubervilliers un joueur, en tout cas minimum, de chaque quartier d'Aubervilliers pour constituer son équipe. Donc oui, il y a des gens qui vont pas se connaître, ils vont faire des matchs amicaux, un peu comme les professionnels, mais derrière, l'objectif est atteint, car les gens qui viennent au stade bah, viennent sous la bannière de leur pays, et plus sur la bannière de leur quartier. Ils viennent supporter une nation et ils jouent le rôle du respect aussi. Donc de respecter les nations qui se présentent. Donc c'est un vrai outil de cohésion, c'est un outil qui est très fort. Car on voit l'engouement tout au long de la compétition. Et je pense que c'est un outil qui devrait continuer à perdurer et à être utilisé, en tout cas, de cette manière-là. En tout cas, nous, on en tire tous les bénéfices à Aubervilliers, car c'est comme si on créait une petite compétition de limite de Coupe du Monde. Et pendant ces 2 semaines, le temps de la compétition, la ville vit au rythme de cette compétition-là. Donc ça aussi, c'est des moments super importants et ça apaise. Car à Aubervilliers, il y a des contextes aussi qui sont particuliers, notamment les rixes, les guerres entre quartiers. Et pendant cette période-là, et il faut les remercier, les jeunes aussi, quand ils font ces efforts-là, pendant cette période-là, c'est très calme. Ils arrivent à jouer le jeu, ils arrivent à passer toute cette année où ils ne sont pas forcément aimés, justement pour le bien du tournoi, car effectivement, bah, il y a des parents, il y a des enfants, il y a même des plus anciens, il y a des gens qui viennent même, qui habitaient à Aubervilliers, qui viennent juste pour la compétition, pour regarder. Donc c'est un outil qui est quand même assez fort et en tout cas, encore une fois, je le répète, hein, bien utilisé, il y a de il y a de très très belles retombées en tout cas. C'est une arme redoutable contre l'obscurantisme. Ouais. L'obscurantisme. Et puis surtout, je crois que sur la Auber Nations Cup, il y a une particularité où vous avez inclus les femmes, je crois, dedans. Oui, l'année dernière, c'était la première fois qu'on a inclus les femmes. C'était quelque chose qui avait été demandé. Après, le temps que ça se mette en place, on a pris le temps de le faire. Et honnêtement, bah, c'était une réussite, hein. Honnêtement, il y a eu des femmes de différents quartiers, non, de différentes villes, pardon, d'Île-de-France qui se sont réunies pour jouer la compétition. Donc, elles ont joué le jeu. Il y avait du monde pour les regarder. Elles sont venues avec leurs supporters également et leurs supportrices. Et ils ont joué, en tout cas, pour ne pas encore une fois les exclure et leur faire une place vraiment importante dans notre projet. Ils ont joué la finale juste avant les hommes, de manière à pouvoir jouer devant tout le monde et avoir les mêmes retombées, en tout cas la même fierté que les joueurs, en tout cas masculins, ont pu avoir. Donc c'était une belle réussite et bah, je pense on va le renouveler pour la nouvelle saison, en tout cas, On a hâte de pour voir ça. 2026. On a hâte de voir ça. Messieurs, merci infiniment pour cette rubrique. On va passer à la rubrique suivante. Ça, c'est la rubrique qu'on vous a préparée. Donc, Noman, à la régie, est-ce que tu peux me ramener les gants de boxe, s'il te plaît? Aïe, aïe, les gants de boxe. Je rigole. En fait, là, le principe de cette question, c'est une question que vous posez à l'un à l'autre, donc Ok. à votre tour. D'accord. Ça a été fait comme ça. Cette fois-ci, c'est Amadoun qui pose la question à Issa et vice-versa. Ok. Donc, je te passe le texte. C'est la question qui choque, non? La question qui pique. Qui pique. Ah, ça, j'avais vu ça dans la Yes. vidéo, la question qui pique. Voilà. Alors, donc la question qui pique. C'est pas de ma faute. Donc, en 2008, votre liste citoyenne a créé la surprise en obtenant 15% aux municipales. Ouais. En 2020, une autre liste citoyenne a remporté les élections. Pourquoi vouloir coûte que coûte vous présenter contre elle en 2026? Pour moi, une liste citoyenne, elle dit déjà quelque chose. C'est l'organisation de plusieurs personnalités de la ville impliquées d'une manière ou d'une autre, ou intéressées en tout cas à la chose publique et politique, de vouloir donc s'investir. Mais dès lors où on a dit citoyen, on n'a pas dit pourquoi faire. On n'a pas dit pourquoi faire. Et en réalité, je pense que toute la chose et toute la question est posée là.
c'est que aujourd'hui, la liste citoyenne qui a remporté l'élection en 2020, elle a un bilan. Ce bilan, il est là, il est factuel, il est vérifiable. Et dans ce bilan, finalement, l'acteur politique et le militant associatif que je suis dit que, en réalité, le compte n'y est absolument pas. N'y est absolument pas pour tout ce que nous avions défendu depuis maintenant 2008, tout ce que j'ai défendu depuis maintenant tout mon engagement, j'ai envie de dire, politique et associatif. Et donc, en réalité, ce qu'on considère et ce que je considère, c'est qu'il y a un autre chemin à prendre. Il y a effectivement d'autres actions à mettre en œuvre. Après, on peut rentrer un peu plus dans le détail de qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Aujourd'hui, moi, je considère que la liste citoyenne, ça dit pas ce que vous voulez faire. Ça, là, en l'occurrence, pour mon adversaire politique, liste citoyenne, ça a été juste un habillage. Parce que il y a ne serait-ce que quelques jours, il s'est un peu révélé, mais bon, ça, les gens le savent maintenant. Donc, liste citoyenne, c'était juste ne pas se situer sur l'échiquier politique. Mais clairement, la politique qui a été initiée, c'est une politique de droite. En tout cas, je l'estime être de droite. Et moi, j'estime, même si ça ne parle pas de dire que nous sommes de gauche, moi, je dis ici, être à gauche, c'est d'être du côté du cœur. Donc, on est avec les habitants et on veut faire une politique pour les habitants et souvent avec les habitants. C'est pas contre eux. Voilà, moi, en tout cas, l'incarnation que j'ai, c'est toute ma trajectoire, à la fois militante, associative, mais aussi professionnelle, qui est rassemblée dans cela. Voilà les raisons, en tout cas en partie, pour lesquelles je pense pouvoir le battre et je me présenterai face à lui. Alors Amadou, vous avez fondé en 2024 le mouvement Rassemblé Aubervilliers pour unir les partis de gauche et les citoyens en vue de 2026. Or, il y aura au moins 3 listes à gauche. Est-ce un échec pour votre mouvement de ne pas être parvenu à rassembler la gauche ? Question qui revient souvent. Question qui revient souvent. Un échec, je dirais pas forcément un échec, honnêtement. Déjà, la campagne, elle est pas finie, j'ai envie de dire. Donc, il reste encore pas mal de marge. Donc, effectivement, il y a 3 blocs qui sont identifiés et qui pourraient être, je dis bien, les principaux, en tout cas de la gauche, qui iront en tout cas se positionner, en tout cas dire qu'ils pourraient être à la tête de cette ville. Donc nous, effectivement, en tout cas, notre groupe s'appelle Rassemblé Aubervilliers et notre but, c'était d'unir la gauche un maximum. Et encore une fois, je ne dis pas que ce soit un échec, bien au contraire, je parlerai même de réussite. Pourquoi ? Car le contexte de 2020, c'est-à-dire l'élection précédente, était beaucoup plus chaotique. Aujourd'hui, alors je ne dis pas que c'est simplement grâce à nous, mais je pense qu'il y a la conscience des gens qui ont participé à ces élections et qui se rendent compte qu'il y a des choses quand même qui ont été faites et qui ne devraient plus se refaire. Il y a des choses qui n'ont pas été faites d'ailleurs. Et nous, on est venu justement porter cette voix de citoyens. On s'est organisé en tant que citoyen. Il faudrait reprendre déjà l'essence même de notre groupe. C'est un groupe de citoyens qui veut porter justement la voix, j'ai envie de dire, désolé de la répétition, mais des citoyens, et d'être le plus transparent possible. De manière justement à ne pas arriver à cette catastrophe de 2020 où, sans savoir ce qui s'est réellement passé, la droite est passée à la tête de la ville d'Aubervilliers. Donc non, ce n'est pas un échec. Alors pour répondre plus précisément, car nous avons rassemblé, nous avons intégré un groupe qui aujourd'hui a posé les bases d'un rassemblement correct, qui permettrait à chacun de se sentir en tout cas reconnu et acteur dans la prochaine municipalité si nous sommes bien sûr élus. Mais c'est pas une chose qui se fait en quelques mois. C'est une chose qui dure, qui se fait dans le temps, qui prend énormément de temps. Il y a des acteurs qui sont quand même historiques à Aubervilliers. Il y a des personnes qui ont un certain poids politique et ça prend son temps. Donc on a réussi à intégrer un groupe, on a réussi à faire venir des gens, des groupes, dans notre union qui s'appelle Reconnecter Aubervilliers. Donc le chemin est plus que positif car nous continuons, et en tout cas on va continuer jusqu'au dernier moment
à échanger et à demander aux gens de venir pour le bien d'Aubervilliers. On ne ferme aucune porte, bien au contraire. Par contre, il y a une chose sur laquelle on doit être très, il y a une chose sur laquelle on doit être très honnête, c'est que, euh, en fait, on ne fait pas du marchandage. Ça aurait été facile de rassembler de cette manière-là. Venez, chacun prend un poste, mais qu'est-ce qu'on fait de la ville après? C'est ça la vraie question. C'est on rassemble, mais sous quelles conditions? Donc à partir du moment où on se pose la question de comment la ville va fonctionner après, bah effectivement, là, le rassemblement, il prend un peu plus de temps. Il prend un peu plus de temps car il y a des prérogatives, en tout cas de notre part, qui sont posées. On demande aussi, comme je vous parlais tout à l'heure, de transparence, car on n'a pas peur, nous, en tout cas, de rendre des comptes. Dès qu'on nous interpelle sur l'avancement de la campagne, sur ce qu'on veut faire, on rend des comptes. Donc, on ne peut pas accueillir n'importe qui, n'importe comment dans ce rassemblement si on veut faire quelque chose de la ville. Alors, je ne dis pas que j'ai les réponses à tout. Par contre, je dis juste que collectivement, on peut arriver à construire un projet solide et non pas d'être simplement, encore une fois, de gagner une élection, mais c'est de gagner une élection pour pouvoir construire un projet qui va répondre aux attentes des Albertivaliens, car ils ont souffert. Déjà, ils ont souffert de, de l'élection dernière. Il y a une grosse abstention. Ensuite, ils ont souffert de la politique de droite de Madame Franklin, qui n'était absolument pas, on va dire, tournée vers la majorité, en tout cas des habitants d'Aubervilliers. Elle a fait un choix, elle a fait des choix, elle a pris des décisions qui ont fait énormément de mal. Donc à partir du moment où on prend tout ça en compte, on ne peut pas se dire que le rassemblement va être facile. Merci beaucoup. Messieurs, on vous remercie pour vos réponses très éclairées. On va passer à la phase finale. Cette fois-ci, il y aura vraiment les gants de boxe. C'est l'heure du duel. Il faut ouvrir la boîte. Ok, ça marche. On espère. Intelligence artificielle. Éducation, intelligence artificielle. Faut-il interdire totalement l'usage de l'IA à l'école? Moi, je pense que non. Je pense que, en fait, chaque saut technologique, hein, et je considère que l'intelligence artificielle en fait partie, hein, l'Internet également. Après, pour les plus anciens, il y a eu notamment Minitel, etc., etc. Donc, l'évolution, j'ai envie de dire, technologique doit être un outil dont on doit se saisir. Après, il y a effectivement une utilisation éthique à en avoir. Mais interdire l'IA à l'école, non, je dirais, c'est juste peut-être l'encadrer. Moi, je suis du même avec toi et ça, du coup, effectivement, l'interdiction, je pense qu'elle servira à rien, bien au contraire. Je pense qu'il faut aussi savoir s'adapter à son temps. Et donc aujourd'hui, l'IA, c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu dans le domaine professionnel. Donc je pense qu'à un moment aussi, on ne se rend pas compte, mais parfois la France elle a des retards technologiques. Et donc à toujours interdire les nouvelles choses qui arrivent comme ça sur un marché, je pense qu'on n'y gagne pas. Je pense qu'on devrait justement peut-être sensibiliser à l'utilisation de l'IA, améliorer les performances, voir comment ça peut booster justement professionnellement, par exemple, les performances, les tâches, etc. Pour ne plus justement, pour peut-être, on va dire, pallier à notre retard sur le domaine technologique et commencer à rattraper des pays qui sont novateurs dans ce domaine. Ok, très bien. Je tire. C'est parti. Ok, ça marche. Ah, il y en a trois, j'ai cru qu'il y en avait plus. Alors, j'ai pas vu, mais bon, celui-ci m'a l'air bien. Non, je voulais pas. Est-ce que moi je triche? Est-ce que je suis connu pour tricher? C'est ça la vraie question. Donc, très bonne question. Mandat unique. Démocratie locale, mandat unique. Doit-on limiter la fonction de maire à un seul mandat pour favoriser le renouvellement politique? Alors, oui et non. Oui, je pense que ça peut être une super idée pour éviter que les gens pensent que la politique, c'est simplement une carrière dans laquelle on prend peut-être de l'argent, on a une certaine tranquillité, etc. Donc je pense que le mandat unique pourrait aider, en tout cas, à réguler ce genre de choses. Néanmoins, je me pose quand même la question de si un maire fait un bon mandat,
et qu'il est toujours épaulé, en tout cas, par les citoyens et par une équipe, en tout cas compétente et performante, pourquoi il serait obligé de partir? Donc je pense que ça se discute, mais un mandat unique, en tout cas actuellement, je pense que ça serait intéressant, mais ça pourrait créer malgré tout de l'instabilité, c'est mon avis. En tout cas, quand les conditions sont réunies, c'est-à-dire que il a respecté ses engagements, il est performant. Je me vois pas, enfin je vois pas l'obligation de pouvoir le sortir en tout cas. Au-delà du mandat unique, il faut être en capacité de pouvoir questionner le mandat tout au long. C'est pour ça que moi, je suis un des partisans de la révocation, notamment des élus, hein. Ça veut dire que une cohorte d'habitants peut décider de dire ben là, on s'y retrouve plus, là, c'est pas le programme sur lequel vous êtes fait élire. On pourrait éventuellement décider de dire ben, on stoppe votre mandat et on organise une nouvelle élection. Après, sur le mandat unique, ça peut avoir ses avantages comme ses inconvénients. Mais je pense plutôt à une limitation de mandat. Parce qu'on a effectivement des villes dans lesquelles ça devient une espèce le maire devient une espèce de monarque, presque élu par acclamation. Bon, voilà, donc ça, c'est à questionner. Alors, à questionner, est-ce que c'est un mandat unique? Est-ce que c'est deux mandats? Mais effectivement, oui, la question se pose légitimement. Racisme dans les stades. Sport. Racisme dans les stades. Faut-il donner match gagné à l'équipe dont un joueur est victime de propos racistes venant d'un supporter adverse? Moi, je pense qu'il faut être intransigeant et de la pure ou de la plus dure des sévérités, pardon, de la plus dure des sévérités face à ce type d'acte qui commence et qui se banalise en réalité pas que les stades, hein. Et si on veut élargir la question, pour moi, les stades ne sont que le reflet de ce qui germe dans la société. On a aujourd'hui des chaînes de télé en continu qui, à longueur de plateau et à longueur de journée, tiennent des propos clairement racistes, parfois islamophobes, etc., etc. Donc, mais est-ce qu'il faut donner match gagné à une équipe qui aurait été victime de racisme? Je pense qu'il faut prendre en tout cas des mesures extrêmement sévères pour éradiquer ce phénomène des stades. Ouais, moi je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que le racisme dans les stades, je pense il est pas assez puni. Il est pas assez puni déjà, je trouve ça malheureux car le football, c'est un sport qui rassemble, c'est un sport qui touche énormément de populations, hein, des blancs, des noirs, tout ce qu'on veut. Et aujourd'hui, on en vient à accepter certaines choses. Pourquoi je dis accepter? En tout cas, dans certaines ligues, hein, bien sûr. Les faits de racisme sur les terrains de foot, c'est antérieur, hein, ça date de très longtemps. Les punitions ne sont pas assez lourdes. Match gagné, je ne sais pas s'il faut donner match gagné, mais on pourrait peut-être penser à match arrêté et s'arrêter sur ce score. Si l'équipe qui n'a pas fait de délit mène, bah, le match il est gagné. Et si l'équipe qui mène, mais par contre c'est son public qui a commis ces délits-là, bah, le match est nul. Et avoir des amendes aussi à la hauteur du préjudice. Donc je pense que tous les outils ne sont pas mis en place pour punir réellement le racisme. Et je suis entièrement d'accord avec toi, c'est le reflet de la société. Il y a des choses qui se sont beaucoup trop, en tout cas, diffusées sur des espaces médiatiques. Et le racisme en fait partie et ça commence à se banaliser. Qu'est-ce qui vous différencie réellement? Alors, si je cherche, hein, mais si je pouvais trouver... Alors, je réfléchis. Alors, si je pouvais euh, éviter une chose dans ton parcours, je pense, mais je mesure mes propos, ça serait peut-être de m'associer au PS pour le coup, parce qu'à ce qui paraît, le mur, il est assez dur. Donc, non, je pense que ouais, ça serait vraiment peut-être l'initiative que j'encouragerais le moins, en tout cas pour le groupe avec qui je travaille. Enfin, je pense que j'appuierais pas ce genre de démarche et j'essayerais, en tout cas, le temps qu'il faut, d'y aller seul
de faire confiance aux citoyens, de faire confiance au rassemblement citoyen, de ne pas forcément euh, faire appel aux partis pour démontrer qu'on a suffisamment de force pour porter une ville. C'est ce que j'essaierai, en tout cas, en toute humilité, hein. Bien sûr, je dis ça, c'est ma première, on va dire, ça sera la première campagne, donc on verra c'est la suite. Mais je pense pas que je ferai le choix du PS pour le coup. Ça, c'est un point de différenciation qu'on a là maintenant. Effectivement, c'est un point de différenciation qu'on a. Euh, Il y a, il y a différentes manières d'aborder, en tout cas pour moi, le combat politique. Euh, je l'ai expérimenté à titre personnel en tant que collectif, avec des objectifs qu'on a pu atteindre par moments et qu'on a raté à d'autres moments. Mais je crois fondamentalement en quelque chose, c'est que euh, il faut aussi faire la convergence des forces. Tout à l'heure, quand on discutait, j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi pour toi de faire l'union des forces de gauche, donc des forces de gauche, ce qui sous-entend aussi qu'il y a aussi des partis de gauche, certainement à Aubervilliers, et que en réalité, cette alliance-là, elle devait se faire sur peut-être une base et certainement même une base programmatique. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Le simple fait de dire que nous appartenons à la famille de gauche n'est pas nécessairement suffisant. Faut à un moment qu'on ait une vision partagée, commune, peut-être des constats communs sur la situation d'un territoire et la manière dont on souhaite y apporter des solutions. Alors, pas nécessairement une photocopie, pas un calque, mais qu'on ait quand même convergence. Mais c'est parce que justement, on n'a pas eu le même parcours, du coup. Parce que là où toi, tu te retrouves avec la France Insoumise, et moi, par exemple, je m'y retrouve avec la France Insoumise, je m'y retrouvais jusqu'à qu'on aborde la ville d'Aubervilliers. Et en fait, j'aurais préféré avoir une ouverture plus large de leur part. En écoutant les mouvements citoyens. C'est pour ça que je dis on a une divergence, certes, mais ça vient pas peut-être de la même, du même vécu, où toi, peut-être, tu t'es senti plus écouté, en tout cas, ils ont mis peut-être les choses en place pour pouvoir vous introduire. Et nous, on ne l'a pas ressenti, pas encore en tout cas. Donc, en tout cas, on reste quand même ouvert à ce qu'un parti puisse réellement, en tout cas, selon nos critères, écouter les citoyens et mettre le citoyen à l'avance. Mais c'est bien pour ça que j'avais précisé le PS seulement. Dans un premier temps, merci pour l'invitation. C'était un moment, c'était vraiment un moment hyper enrichissant. Pour le coup, Issa, je l'ai découvert là à l'instant et les échanges aussi bien face caméra que hors caméra étaient vraiment très très enrichissants. Je prends note de pas mal de choses car le chemin a commencé l'année dernière pour nous et j'espère durera. Mais je prends note en tout cas, merci pour cet échange. Merci pour les informations que tu m'as données. Merci d'avoir accepté de débattre avec moi, en tout cas, ou d'échanger avec moi sur ces thématiques. Donc, moi, je suis plutôt reconnaissant au final d'avoir été invité et d'avoir pu justement échanger avec toi. Moi déjà, remercier, alors on dit la web TV. La web TV, il y a que la politique qui compte hein, pour cette invitation et m'avoir permis et donné l'occasion de pouvoir qu'à développer en partie certaines de mes idées. Échanger avec toi, effectivement, Amadou, ce fut également un plaisir. Euh, Après, pour mot de la fin, moi je dirais en tout cas, voilà, je suis content, je suis content, parce que je ne suis pas complètement vieux non plus, mais je suis d'une autre génération et je suis heureux de voir que dans des quartiers tels que ceux d'Aubervilliers, il y a encore une jeunesse et il y a une jeunesse qui est conscientisée, qui souhaite prendre des responsabilités. Ça a été tout le combat en réalité que nous, on a initié quand on a créé Génération Engagée en 2008. C'était, je le répète, hein, de permettre donc à une jeune génération issue des quartiers populaires d'accéder à des responsabilités politiques. Et alors, je ne dis pas nécessairement que c'est Génération Engagée mais en tout cas, voilà, ça faisait partie de notre ADN. Et moi, je suis heureux de voir voilà, un jeune qui porte une vision, qui porte un collectif, qui est structuré, qui est organisé, qui voilà, souhaite transformer son territoire dans le bon sens.
dans le bon sens pour les habitants. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Il n'y a que la politique qui compte. Il n'y a que la politique qui compte, c'est la nouvelle émission Web TV. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à partager, liker et commenter également. Voilà, c'est la fin de cette émission, riche en échanges et en débats passionnés. Un grand merci à nos invités du jour d'avoir joué le jeu et d'avoir, comme on dit, mouillé la chemise. Si vous aussi, vous êtes engagés, si vous avez des idées, des convictions, et que pour vous, il n'y a que la politique qui compte, alors rejoignez-nous. Pour participer à l'émission, contactez-nous sur nos réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, la politique, ça se joue aussi ici. À très bientôt pour un nouveau numéro de Il n'y a que la politique qui compte.